On va maintenant vous parler de Michael Olise. Giovanni Castaldi, vous êtes avec nous en direct depuis Miami. On va poser la question de manière un peu abrupte parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai tendance à dire que Michael Olise est une promesse. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de choses, son talent, son niveau. Je vais reprendre la jurisprudence Vicage Dorasso, qui était jusqu'en quart retour. C'était très bon en Ligue des Champions. Il rate la demi-retour, alors qu'il avait réussi la demi-allée, si vous voulez. Mais voilà. Quand ça se corse, il manque un peu d'oxygène. C'est oui, c'est non pour vous? Ben moi, j'ai pas envie de le condamner parce que c'est sa première grande compète en équipe de France, qu'il est arrivé il y a 2 ans et que l'exemple de Dayo Upamecano, rappelez-vous ses débuts, il faut du temps avant d'être performant constamment en équipe de France. Mais force est de constater qu'un joueur à qui on a donné les clés du camion sur l'organisation, même s'il ne l'avait pas dans le dos, qui porte le numéro 10 de l'équipe de France, qu'on doit responsabiliser, et ben plus la compétition a avancé, plus il a commencé à sombrer, quoi. C'est un peu, alors il a pas fini comme le Titanic, loin s'en faut, mais il y a plein de promesses, c'est beau, c'est magnifique, c'est grandiloquent. À un moment, il était devenu meilleur que Platini, Zizou et Griezmann réunis, et puis ça finit mal, quoi. Et je suis désolé. La première période face à l'Angleterre, le match face à la 3e place, on tombe toujours sur les mêmes sur le comportement. Mais le body language de Michael Olise sur la première période de cette petite finale, c'est scandaleux. Donc c'est un joueur délicieux, pas de souci, mais il faut qu'il apprenne à se faire plus mal. Heureusement que vous ne voulez pas le condamner, alors, parce que je ne sais pas ce qui se passerait dans ce cas-là. Finalement, je me réjouis que vous ne soyez pas magistrat, Giovanni Castaldi. Je pose la question au plateau. Alors, allez, on va remettre des ardoises, tiens. On y va. Michael Olise a-t-il réussi son mondial? Oui pour Candice, non pour Karim, petit non pour Benoît, petit oui, encore plus petit pour que personne puisse lire, pour Émilie. Bon, allez. Non pour Jérôme et oui pour Raphaël. Vous voyez, il y a débat parce que on part d'où, Karim, en fait, pour Michael Olise? On part d'où? Est-ce qu'on estime qu'être meilleur passeur de l'histoire avec plus de matchs? Est-ce qu'on estime qu'être en demi-finale? Est-ce qu'on estime d'avoir fait des passes de rêve? Ça suffit pour réussir un mondial? Non, mais c'est hyper facile à lire, le mondial de Michael Olise. Il y a deux Coupes du Monde. Il y a 2 Coupes du Monde. La première phase de groupe, où il est étincelant. Où on se dit, franchement, les changements de rythme, le match contre la Suède, il est monstrueux. Il marque pas, mais il lui manque que ça. Il est monstrueux. Enfin, contre la Suède, pardon. Le 2e match contre l'Irak, la Suède aussi, il est monstrueux. Je l'ai trouvé très fort, franchement. À partir, la Suède, ça comptait, on va dire 16e de finale. Pour moi, c'est encore un match de poule. Mais à partir des 8e, il disparaît. Complètement. C'est-à-dire que le match Paraguay, même si dans l'intensité, dans les efforts, ok, on l'a vu, mais offensivement, ce qu'on lui demandait, et là, ce pourquoi il est payé, pourquoi il est en équipe de France, on ne l'a pas vu. Maroc, pareil. Et la demi-finale contre l'Espagne, c'est un abandon de poste. Il fait abandon de poste. Franchement, il est censé être... Il est censé concourir pour le Ballon d'Or quand même, Michael Olise. Ah oui, on en a parlé avant la Coupe du Monde. Il est monstrueux cette saison avec le Bayern. Il est top 3 il fait, au 16e. Il fait des matchs stratosphériques avec le Bayern. Il va en demi-finale de Ligue des Champions. Il fait un match au Parc des Princes qui est colossal. Contre le Real Madrid, n'en parlons pas en quart de finale. Donc il joue à ces hauteurs-là. En demi-finale, il fait abandon de poste contre le Maroc. Et là, effectivement, la première période, Giovanni le disait très justement, en première période, abandon de poste également contre l'Angleterre. Il ne peut pas à ce niveau-là abandonner le 11 et abandonner son poste parce que c'est criant et derrière, il y a l'équipe de France joue à 10. Et ce qui est dingue, c'est qu'il aurait pu en fait faire 10, 11 passes décisives sur cette Coupe du Monde. Il restera quand même à 7 devant la légende Lionel Messi ou encore d'autres joueurs dans cette édition. 7 passes décisives, c'est un record pour une seule Coupe du Monde sur les 60 dernières années. Le précédent record, c'était Pelé. Ça, c'est pour la bonne partie, quelque part, de Michael Olise. Mais le chiffre de droite, c'est celui qui n'est pas bon. C'est 0 but sur 20 tirs. C'est le plus grand nombre de tirs sans marquer lors d'une seule Coupe du Monde. Tiens, depuis un certain Lionel Messi en 2010. Ça, c'est complètement dingue. Mais à l'inverse, si on se met sur les passes décisives, sur une seule saison, club et sélection confondus, 34 passes décisives. Il a égalisé le record de Lionel Messi qu'il avait établi lors de la saison 2011. Moi, ce que je voulais dire, il a joué avec Kane et Mbappé. Non, mais c'est quand même un fait. Juste ce que je voulais dire en conclusion, c'est si sa Coupe du Monde avait été inversée, c'est-à-dire si au début, phase de groupe, un peu comme Zidane à l'époque en 98, ça avait été moyennasse et derrière il fait sur les matchs de qualification, enfin qui comptent vraiment ce niveau-là. Bien sûr. Voilà, là j'aurais mis oui, mais là on peut pas mettre oui. On peut pas mettre oui. On est souvent jugé sur les matchs qui comptent. Oui, les matchs d'élimination directe. C'est le football qui veut ça. Moi, où je l'ai senti, je l'ai senti sous pression sur cette demi-finale face à l'Espagne. Je l'ai senti un petit peu même perdu sur ce début de match où je l'ai vu
raté des passes qu'il ne ratait pas sur le début de la compétition. Je l'ai senti un petit peu perdu dans son placement. On avait l'impression qu'il était, je me répète, encore sous pression. Est-ce qu'il a été bien défendu? Est-ce que les autres adversaires ont bien bossé et se sont dit, voilà comment on le stoppe? Peut-être, non, mais je pense pas. Moi, je pense que c'est surtout le bonhomme. Je pense que la marche était un peu trop haute face à l'Espagne. Est-ce qu'il a eu trop de pression sur ce match? Est-ce que lui-même s'est mis la pression? Parce qu'on sait qu'à côté, c'est un joueur qui, lui, se met la pression lui-même. Il veut à chaque fois réussir, être le meilleur. Il est très dur envers lui-même. Et ça s'est senti sur ce début de match face à l'Espagne. Ça s'est aussi senti face à l'Angleterre. Moi, je ne l'enterre pas parce que c'est un joueur. C'est une belle promesse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un joueur incroyable. Moi, je pense qu'il en est. Il découvre. Voilà, Moi, je pense que sur cette Coupe du Monde, je pense que cette Coupe du Monde pour Michael Hozier, c'est son apprentissage. Il est sur une progression et je pense que la prochaine Coupe du Monde, il va exploser et l'Euro avant. Non, vous avez le temps avant le oui. Vous êtes la seule, donc vous les mettrez dans les cordes à la toute fin, Émilie. Mais Jérôme va rajouter du nom. Non, c'est juste que tu peux voir le côté stat. Où là, finalement, c'est bon, tu pourrais dire, bah quand même, vous déconnez, les gars. Ouais. Il bat le record du monde, enfin de toutes les coupes du monde, des passes décisives, machin. Sauf que tu peux pas. En tout cas, moi, dans ma philosophie. Dans ma philosophie, on peut pas dire oui, alors que tu disparais 3 matchs et demi. Sur les matchs qui comptent. Tu disparais. C'est ça. 8e, quart. Paraguay, Maroc. Alors, ce matin, j'ai encore eu une discussion avec un pote. Il me dit, ouais, mais le Paraguay, machin. J'ai dit, mais écoute-moi, s'il y a bien un joueur au monde dont j'espérais que contre le Paraguay, il puisse me sortir un gris-gris, un truc, un machin, parce qu'en plus, il prend des coups, il est habitué à ça, puis il est solide, il a des appuis extraordinaires. Donc, j'excuse pas le Paraguay, enfin, le contexte paraguayen. Et encore, le Paraguay, il a beaucoup couru. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Oui, mais bon. Contre le Paraguay. Ouais, mais c'est zéro situation. Oui, non, mais je suis d'accord. Offensivement, il n'a pas montré. Même le Maroc, qui s'est un peu soumis à un moment donné, il est transparent. Et l'Espagne, n'en parlons pas. Et la première mi-temps d'hier, je rejoins Greg, à un moment donné, il y a une nouvelle exemplarité. Hier, tu n'as pas le droit de faire ça quand même, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est très perso comme. Mais c'est très compliqué pour moi de dire oui, alors que tu disparais sur 3 matchs et demi complètement et 3 matchs qui comptent. En tout cas, il a été très marqué, évidemment, de cette fin de Coupe du Monde et de cette rencontre hier, cette défaite. Michael Olise, il était en larmes après la rencontre, consolé par Didier Deschamps, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. Lui qui a raté 2 grosses occasions hier, voilà, il était très abattu, frustré de son mondial sans but, mais aussi du sentiment que les Bleus pouvaient espérer mieux. Voilà, il s'accroche au maillot bleu, il adore ce maillot. Et c'est vrai qu'hier, il a eu du mal à se remettre de cette fin de mondial un petit peu ratée. Ouais, parce qu'il y a un peu de tout, Émilie. En fait, avec Michael Olise, il y a un truc qui apparaît plus forcément avec Mbappé maintenant qu'on le connaît, qui a eu tellement de haut, de bas, de haut, de bas et de très haut et de finalement assez bas. Il y a comme un sentiment un peu amoureux avec Michael Olise. Vous voyez, il y avait un début de lune de miel. Tout le monde était on a le joueur ultime qui fait des passes, qui va nous faire briller. Et là, il manque un truc à la fin. Et je veux dire, à la fin, c'est vous qui payez l'addition, c'est chiant. Ça, j'ai l'habitude. Mais je trouve que ce joueur-là nous a rendus unanimes jusqu'au Paraguay et c'est peut-être ça. Et c'est pour ça aussi qu'on manifeste cette déception. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un ressenti, dans une émotion. À la hauteur des attentes. À la hauteur des attentes que nous-mêmes avons fixées sur le football qu'il nous a proposé sur les premiers matchs. Elles sont normales, mais reprend les choses. C'est-à-dire que c'est une première grande compétition. Oui. Donc c'est un grand joueur, oui, qui nous a montré des belles choses, mais c'est une première compétition. Ça reste un jeune bleu. Et en fait, tu te rends compte que plus effectivement les échéances arrivent, les échéances importantes, et moins émotionnellement le personnage est en capacité de gérer. Et ça, on n'aurait pas pu le voir dès le début parce qu'on a été omnibulé par son football, par ce qu'il nous a proposé. Par contre... Sauf Vicage Dorasso, je précise encore. Il l'a vu avant tout le monde. Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'ai mis un petit oui, dans le sens où je pense néanmoins que le temps va passer et qu'on va retenir le fait qu'il ait été le meilleur passeur de cette Coupe du Monde. Et vous aurez la jurisprudence Zizou, j'arrête pas de vous le dire, Zizou va transformer ce joueur quand il ira en bleu avec Zizou. Eh bien, espérons-le, parce que Jérôme a raison de finir sur ça. Gio, on finit avec vous. Ils connaissent ce poste-là, Zidane. Est-ce qu'il est finalement le sélectionneur idoine pour le talent de Michael Olise?
Je pense qu'il va lui faire beaucoup de bien. Moi, je ne sais pas si l'avenir de Michael Olise est forcément dans l'axe avec l'équipe de France, parce qu'il est quand même très performant sur le côté droit avec le Bayern Munich. C'est un joueur qui est complet. J'aime bien la formulation de Benoît quand il dit c'est une promesse, parce que la construction d'un joueur en équipe de France, c'est long, ça prend du temps. Ce maillot, il est compliqué à porter. Et, voilà, faut pas oublier que c'est un joueur qui, indépendamment de sa carrière en équipe de France, a découvert le très très haut niveau il y a que 2 ans. Avant, il était à Crystal Palace, et quand on écoute les gens en Première Ligue qui le suivaient de manière assidue, c'est un joueur qui avait des pépins physiques, qui était très irrégulier à Palace. Par exemple, un joueur comme Eze aujourd'hui, qui est avec l'équipe d'Angleterre et qui est avec Arsenal, était plus régulier que lui. Donc c'est un apprentissage qui est logique. Et moi, il y a juste un argument que je réfute, et j'en peux plus, quand on m'explique que c'est le fait qu'il soit devenu meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde qui peut sauver sa fin de parcours. Non, en fait, le foot, c'est pas des stats, c'est avant tout une affaire d'émotion. Il a disparu quand ça a compté, c'est pas grave, il fera mieux la prochaine fois. Mais c'est comme votre copain en basket, puisqu'on est pays de basket, James Harden, il met 247 points en saison régulière, et puis il a pas de bague au doigt. C'est dans les moments clutch qu'on attend les gros joueurs. Giovanni, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous venez me mettre James Harden dans un débat sur Michael Olise? Vous aviez un pari avec Nabil Djellit. C'est pas possible de venir me raconter ça. Et on peut pas comparer le basket et le foot. Vous vous énervez tout seul, c'est factuel. On dit que c'est une promesse et qui peut faire mieux. La petite main magique. C'est dommage, il avait été bon, Giovanni, pendant cette Coupe du Monde, et il suffit d'une fois en fait, pour Giovanni remettre tout en question. vient de rater son 8e, là.